Nous sommes le 4 avril 2023. Merci à Jean Tullard de nous recevoir. Donc, vous êtes professeur émérite de la Sorbonne. Vous êtes membre de l'Institut. Vous êtes le spécialiste mondial de Napoléon Ier. Auteur aussi de dictionnaire sur le cinéma et sur le roman policier. Et c'est sur ce sujet que nous vous interrogeons aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler de Léo Mallet? Alors en 1943, paraît un roman policier, 120 rue de la Gare. C'est un roman policier qui va transformer littéralement le genre, du moins en France. En effet, le héros s'appelle Nestor Burma, c'est un détective privé qui a fondé une agence, Fiat Lux, et la devise est Nestor Burma, mais le mystère KO. C'est déjà un peu surprenant, d'autant que ce personnage, pas alcoolique, mais enfin, un peu parfois imbibé, a le coup de poing facile, rien à voir avec Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur aux bonnes manières, rien à voir avec Maigret, le fonctionnaire de police dont les fins de mois sont assurées, ce qui n'est pas le cas de Nestor Burma qui court après le cachet, qui court après la clientèle et qui quelquefois utilise des procédés pas à la limite de la légalité. Donc voilà que paraît ce personnage qui renoue avec la tradition américaine du hard-boiled, c'est-à-dire de Sam Spade de Hammett, de Marlowe de Chandler, c'est-à-dire le roman noir américain. Et c'est lui qui va inspirer ensuite toute une série de jeunes générations qu'on appelle les néopolars, Manchette, Signac, ADG, etc. Qui est derrière ce Nestor Burma? Un certain Léo Mallet. Léo Mallet est né en 1909 à Montpellier, et Montpellier a gardé le souvenir de Léo Mallet. Il y a encore à Montpellier sa maison natale avec une plaque, et la médiathèque de Montpellier garde des quantités de manuscrits de souvenirs de Léo Mallet, même si aujourd'hui on le connaît beaucoup moins bien, son souvenir est toujours entretenu. Alors c'est un Montpelliérien, orphelin, élevé par son grand-père, qui monte à Paris, et qui là va bouffer de la vache enragée, va fréquenter les surréalistes, il sera lié à André Breton et à d'autres, il va connaître également les anarchistes, il fera même un tour en prison, et il écrit des poèmes surréalistes, il écrit des poèmes érotiques, et puis voilà que, après avoir tâtonné dans le roman policier, il publie en 1943 120 rue de la Gare. Et c'est là que commence Léo Mallet. Alors, Léo Mallet donc va écrire par la suite de nouveaux romans policiers avec le personnage de Nestor Burma. Nestor Burma court après la poupée, enfin toute une série de titres affriolants. Ça marche, mais ça marche modérément parce qu'on n'a pas encore compris la nouveauté du personnage Nestor Burma, qui est encore une fois le successeur de Sam Spade, alors qu'au cinéma on découvre Le Faucon Maltais, qui est le successeur de Marlowe, alors qu'on trouve au cinéma Le Grand Sommeil, bref, avec Humphrey Bogart. Et donc on essaie d'assimiler le brave Nestor Burma à Humphrey Bogart. Finalement, 120 rue de la Gare sera tourné avec René Dary, qui, mon Dieu, n'est pas mal. C'est un film qui a été réédité récemment, je crois, par Henri Château, que l'on peut donc découvrir à nouveau, et qui est bien fait, et René Dary n'est pas mal, mais enfin, tout ça ne permet pas encore à Léo Mallet d'émerger. Et puis, il a une idée. En 1952, il a l'idée de lancer son cher Nestor Burma dans des enquêtes qui seraient dans des arrondissements de Paris. Dans les arrondissements de Paris, il intitule ça « Les nouveaux mystères de Paris », allusion à Eugène Sue, et donc nous allons retrouver le Chourineur, la Chouette, etc., le maître d'école et autres dans ces romans qui se situent chaque fois dans un arrondissement de Paris, et il y en aura 15
qui vont avoir un incontestable succès. C'est Lafon qui les édite, et qui d'ailleurs les rééditera. Je les réédita par la suite dans la collection bouquins, où j'ai préfacé le tome 2. Et donc, on voit là le succès qui arrive. Et enfin, Nestor Burma est reconnu. Et puis, progressivement, ça s'use. Nestor Burma a un rival qui va l'éclipser, qui est San Antonio. Et San Antonio de Frédéric Dard va progressivement effacer Nestor Burma. Et Léo Mallet connaît à ce moment-là un moment de dépression, d'autant que sa femme meurt, que lui-même doit aller s'installer dans une HLM parce qu'il n'a plus les moyens, et à un moment donné, il va se trouver contraint d'avoir une boîte sur les quais, une boîte de livres. Et là, donc, il est à court d'inspiration, il est désespéré, et il a l'idée d'aller aux archives de la préfecture de police. Et parce qu'il se dit, il y a peut-être quelque chose. La conservatrice des archives de la préfecture de police à l'époque s'appelle Hélène Tullard, c'est ma mère. Et ma mère, donc, le reçoit et lui dit, mais on va trouver des idées de roman ici. Il y a une chose extraordinaire, c'est la Gazette des tribunaux. La Gazette des tribunaux qui date de la monarchie de Juillet et qui raconte tous les grands procès criminels. Donc, regardez là-dedans dans les procès criminels et vous allez trouver des tas d'idées. Alors, elle lui en suggère, je crois, je ne sais pas, qu'elle l'a un peu aidé aussi matériellement, enfin, elle a dépanné quelquefois, mais finalement, ça ne l'inspire pas assez. Enfin, la Gazette des tribunaux, c'était une bonne idée, mais c'est des crimes d'une certaine époque, qui seraient plus proches des vrais mystères de Paris que des nouveaux mystères de Paris. Donc il se retrouve un peu en difficulté, et c'est à ce moment-là, vers 1990, qu'on lui suggère de filmer les mystères de Paris. C'est Antenne 2 qui va lui proposer de tourner des séries télévisées sur les nouveaux mystères de Paris. C'est là où il redémarre. Effectivement, il y avait eu avant 2 films, après 120 rue de la Gare, qui avaient été tournés d'après ses romans. Le premier, c'était Nuit à Saint-Germain-des-Prés. L'interprète de ce brave Nestor Burma, c'était Galabru. Galabru est un immense acteur, mais c'était un comique. C'était pas du tout Nestor Burma. Ensuite, il y en a eu un autre, c'était Nestor Burma, détective de choc. Et là, c'était Michel Serrault, immense acteur. Mais était-il vraiment Nestor Burma, malgré tout son génie? Difficile de croire à ce détective privé dont le coup de poing fait facile, un peu, qui boit, qui a des maîtresses, etc. Bref, donc une charmante secrétaire du nom d'Hélène. Finalement, les feuilletons, c'est les séries télévisées, vont relancer une nouvelle fois Léo Mallet. Ils vont le relancer, il y aura 39 ou 40 films, 39 je crois, et il trouve là l'interprète qu'il avait rêvé. Qu'il avait rêvé, non. Quand il écrit 120 rue de la Gare, il pense à Cary Grant. Peut-être un Fred Bogart. Mais c'était plutôt Cary Grant, parce qu'un Fred Bogart est moins laid, il n'est pas franchouillard. Et alors finalement, lorsqu'on envisage cette série télévisée des nouveaux mystères de Paris, l'interprète qu'il juge idéal pour jouer le rôle de Nestor Burma, c'est Yves Montand. Pourquoi pas? Je ne vois pas, moi, personnellement, mais enfin, effectivement, Yves Montand a un côté qui pouvait séduire, etc. Mais Yves Montand refuse. Et finalement, ce sera Guy Marchand. Guy Marchand, qui est à la fois un acteur, un compositeur, un écrivain, il a écrit notamment ses souvenirs, et plusieurs romans. Guy Marchand est extraordinaire dans le rôle parce que, on l'a vu dans tous les rôles possibles, il sait se plier. Il est de la série des Patrick Chenet, il y en a 36 d'autres. Ces seconds rôles, mais qui sont géniaux, qui vont s'introduire dans un personnage, et Guy Marchand va être, en définitive, qui va être Léo Mallet.
Et il va être maintenant Nestor Burma. Et donc, voilà, la série est lancée, et à ce moment-là, permettez-moi une anecdote personnelle, à ce moment-là, Léo Mallet commence à avoir un petit peu la grosse tête. Cette fois, il commence à se dire que, bon, il est maintenant reconnu, parce que c'est la télévision amplifie le livre, n'a pas l'audience d'un feuilleton télévisé, surtout des séries très recherchées par le public. Et donc, il est très jaloux, à juste titre, de Frédéric Dard et de San Vincent d'Antonio. Or, Robert Escarpit, à Bordeaux, à la faculté de Bordeaux, a fait venir Frédéric Dard, et leur couvert d'honneur, je crois qu'on lui a donné un diplôme un doctorat d'honneur, quelque chose comme ça. Et donc, Léo Mallet se souvient que Hélène Tullard avait un fils, qui est prof à la Sorbonne, et donc, je le rencontre, et je lui dis, mais Frédéric Dard a eu, je connaissais un peu Frédéric Dard, mais pas beaucoup, enfin, je l'avais rencontré sur les plateaux de télévision. Et comment s'appelle-t-il, je ne sais plus son nom. Et donc, je lui dis, écoutez, si vous voulez, je vous offre la Sorbonne. Vous allez venir à la Sorbonne et vous allez faire une conférence à la Sorbonne. Alors, on met des affiches partout dans la Sorbonne. Il fallait trouver un prétexte. Un historien peut-il lire des romans policiers? Avec Mallet, et vous connaissez les scolaires, il y avait en histoire le Mallet Isaac. Et vous voyez, tout se jouait sur le Mallet. Alors, on met des entrées, mais qui n'avaient rien d'antisémite, cette fois Mallet sans Isaac. Et donc, dans l'amphithéâtre Guizot, c'est mon amphithéâtre, là où j'enseignais, un soir, vers 18h, une avalanche d'étudiants. Mais alors, vraiment, une avalanche. Et là, Léo Mallet a été éblouissant. On ne le connaissait pas comme conférencier jusque-là, il était plutôt renfermé, timide. Là, il s'est libéré. Et il nous a raconté notamment ses débuts, comment il avait débuté dans la vie. Il avait débuté en étant le nègre d'un maître chanteur analphabète. Donc le maître chanteur ne pouvait pas écrire ses lettres lui-même, ta femme te trompe, etc. Et donc, c'était Léo Mallet qui rédigeait les lettres, ta femme te trompe, etc. Et donc, ce métier, au bout d'un certain temps, l'a quand même dégoûté. Puis le maître chanteur a dû avoir des ennuis. Donc, il a été forcé d'abandonner ce premier métier, et il en choisit un deuxième, toujours comme nègre, puisqu'il avait la plume facile, nègre d'un militant syndicaliste. D'un militant syndicaliste, personnage haut en couleur, volumineux, très très volumineux, et qui lui dit, mon petit, je compte sur toi, je vais la semaine prochaine déclencher une grève dans je ne sais plus quel chantier, donc je compte sur toi pour me faire un discours bien tapé, hein, bien tapé. Alors, Léo Mallet se dit que qu'est-ce que je vais trouver comme style pour trouver ça. Alors il se plonge dans Zola, et il recopie des phrases de Zola, enfin bon, et il remet, le jour venu, son discours aux militants syndicalistes, toujours imposant. Et il met dans sa poche, Léo Mallet dit, vous ne le lisez pas? Non, non, je te fais confiance, mon petit, je te fais confiance. Alors le militant syndicaliste arrive donc sur le chantier, c'est lumineux, et il sort le papier, et ça commence. Nous autres, les ventres creux. Hilarité générale, et la grève ne se déclenche pas, et bien entendu, Léo Mallet est renvoyé. Et c'est ainsi que pendant 1h30, Léo Mallet a raconté des anecdotes. Il a été ovationné par ce public jeune, mais en même temps cultivé, d'étudiants, et je le verrai toujours à côté de moi, pendant qu'on l'applaudissait. Il avait les larmes aux yeux, et je crois que c'est peut-être l'un des grands moments de sa vie. Il mourra, je crois, en 2006. Non, en 1996. Il mourra en 1996, apaisé quand même, ayant quand même été reconnu, ce qui avait été effectivement l'ambition de sa vie. Il a été considéré enfin comme un écrivain. Ces écrivains qu'il avait lus dans sa jeunesse, de Dumas à Zola. Voilà ce qu'on peut dire, ce que je peux dire de Léo Mallet. Il a expliqué pourquoi il avait choisi ce personnage de détective qui n'était pas traditionnel dans le roman français, que c'était plutôt, dans les amateurs, c'était plutôt des reporters ou et qu'il n'a pas choisi comme Simenon un officiel, je dirais,
Est-ce qu'il a expliqué ça? Il a trouvé à travers les romans américains, et son modèle, il le dit, c'était Cary Grant. Quand il compose le personnage de Nestor Burma, il pense à Cary Grant. Et donc c'est une influence cinématographique. Il n'y avait pas dans la littérature c'était Sherlock Holmes, ou comme l'avait dit un journaliste comme Rouletabille. Ou alors c'était des caricatures comme Loufoque Holmes de Camille, enfin des personnages qui caricaturaient, mais il n'y avait jamais eu un personnage un peu, pas glauque. Nestor Burma n'est pas glauque, mais enfin il est miteux. Son agence ne marche pas très fort. Hélène est rarement payée, sa secrétaire. Il a toujours des ennuis avec, parce que ce qu'il va comprendre, c'est que dans le roman policier, il faut faire revenir les mêmes personnages. C'est ce qui explique pourquoi ensuite on va lui demander une série. Parce que la série retrouve les personnages qui étaient déjà. C'est-à-dire Covey, le journaliste, ou Farou, le policier, avec tous les ennuis qu'il a avec la police. Bref, c'est un composé de... Il y avait des détectives privés, et il dit que le nom de Burma lui est venu des bijoux. Des bijoux. Et Fiat Lux, ça, il l'a inventé. Je crois qu'il avait pour principe d'écrire rapidement les Nestor Burma. Vous pouvez me confirmer ça? Oui, il le faisait à la machine à écrire. On a d'ailleurs des photos de lui dans son bureau avec sa machine à écrire, et il les fait très vite. Mais ça ne se sent pas. C'est pas écrit, enfin, c'est pas composé. Et l'intrigue reste quand même moins subtile peut-être que chez Conan Doyle, mais il y a de l'action. Et lui-même, il avait fréquenté les milieux anarchistes, il avait fréquenté les surréalistes, il avait connu la misère, il avait connu les bas-fonds, les HLM, etc. Donc il avait une vision, on remarquera que Nestor Burma est rarement dans les milieux chics, il est plutôt dans les milieux populaires, et bon, ça commence toujours par déjà des gens un peu glauques qui viennent le voir, et 5 minutes, quelques pages plus loin, il découvre tout de suite un cadavre. Bon, ça commence toujours comme ça. Vous voyez, c'est un procédé assez simple qui repose sur le personnage de Nestor Burma, c'est lui. Alors que chez Frédéric Dard, son rival à l'époque, San Antonio sont les jeux de mots. Son mouchoir était noir comme le pavillon d'un pirate, etc. Donc ce sont des astuces. Là, pas du tout. Il y a quelques jeux de mots, de temps en temps, Nestor Burma de l'humour, mais tout est dans le milieu et dans la description des arrondissements de Paris, Pont de Tolbiac ou autre. Et ce qui se passe aujourd'hui, qui vous explique pourquoi c'est un peu abandonné, c'est que le langage, le l'argot de l'époque n'est plus aujourd'hui le même. Et le Paris qu'il décrit n'est plus. Dans le 13e arrondissement, par exemple, le brouillard à Tolbiac, au pont de Tolbiac, c'est plus tout à fait ça. Et quelqu'un l'a très bien compris, et celui qui a le mieux saisi probablement l'univers de Léo Mallet, c'est Hardy dans la bande dessinée. Car n'oublions pas que ce qui va encore prolonger un temps Léo Mallet, après ça va le cinéma et la télévision, ce sera la bande dessinée. Et Hardy a été un merveilleux illustrateur de Brouillard, au pont de Tolbiac et autres. Vous pensez effectivement que, comme vous m'aviez dit qu'il était un peu oublié aujourd'hui, c'est le fait que son écriture n'est pas correcte pour l'époque, pour notre époque? Oui, le langage et la description des lieux ont vieilli. Ça fait maintenant un peu comme les mystères de Paris de Gensu, j'exagère bien entendu. Mais les personnages, tout cela n'est plus le même. Et vous voyez que c'est quand vous lisez un roman de Léo Mallet que vous comparez au roman policier d'aujourd'hui, même Bussy ou autre, ces grands best-sellers qu'Ixo publie et ces grands gros pavés, Glace par exemple, vous voyez que c'est un roman tout à fait différent de celui de Léo Mallet. C'est une autre société. La société de Léo Mallet a paradoxalement vieilli, mais pour l'historien, en revanche, elle est extrêmement intéressante, car vous trouvez tout un monde englouti aujourd'hui. Est-ce qu'à la Sorbonne, il a parlé des adaptations cinématographiques? Qu'est-ce qu'il en pensait? Il n'en a pas parlé ce jour-là, il m'en a parlé. Il était très déçu
notamment de Nestor Burma, détective de choc, parce que, Serrault, encore une fois, Serrault était un acteur, c'est extraordinaire, hein. Poiré et Serrault, chez Sacha Guitry, par exemple, c'est génial. Donc, ce qui se passait, c'est qu'il ne se reconnaissait pas dans ce film, il ne se reconnaissait pas dans Serrault, et il était très ennuyé parce que, si vous avez vu le film, à un moment donné, il fait un vendeur de journaux. Et donc, il me disait, j'ai apporté ma caution en paraissant dans ce film, je ne peux plus le désavouer, puisque j'ai joué dedans. Et c'est ça qui l'ennuyait, oui. Vous, personnellement, quand l'avez-vous découvert? À travers ma mère, qui m'avait parlé de Léo Mallet. Je suis plutôt, et d'ailleurs vous les trouverez dans la bibliothèque qui est dans le fond, vous avez tout Conan Doyle, et vous avez tout Arsène Lupin, vous voyez, tout en haut, donc, ça veut dire que j'étais plutôt classique. Je suis un fou d'Arsène Lupin, j'ai présidé le jury du prix Arsène Lupin, bien entendu, j'aime le roman policier classique, Boileau et Narcejac symbolisent pour moi l'agent. Alors que je suis moins porté, mais je reconnais qu'il y a beaucoup d'idées sur le roman d'aujourd'hui, les gros pavés qui montrent, mais c'est un autre monde. Donc Léo Mallet, je ne le connaissais pas beaucoup pour la raison fort simple, c'est qu'il était publié chez Lafon. Un jeune de ma génération, découvrant le roman policier, le découvrait à travers la collection du Masque. C'était le Masque, la référence. Et donc, Léo Mallet n'était pas dans le Masque. Il était les premiers Léo Mallet, les premiers Nestor Burma sont dans des collections Nestor Burma contre CQFD. C'est une collection qui échappait, etc. Et quand j'allais sur les quais, où ensuite Léo Mallet, vendeur, il y avait au débouché du boulevard Saint-Michel une boîte d'un vieux bouquiniste qui vendait uniquement des romans policiers. Mais c'était essentiellement le Masque. Et il y en avait énormément, et c'est là que j'allais m'approvisionner, étant jeune, enfin, 12, 13 ans, 14 ans, j'allais m'approvisionner chez lui. Et d'ailleurs, j'ai toujours défendu la profession de bouquiniste. Vous savez, ils ont demandé d'être classés à l'UNESCO comme profession, etc. Et je les ai appuyés. Chaque année, le président des bouquinistes m'envoie ses vœux. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour appuyer ce métier que Léo Mallet a exercé. Est-ce qu'il avait souffert d'avoir été refusé à la série noire de Duhamel? Sûrement. Il ne l'a pas dit. Mais ça se sentait. Ça se sentait, d'autant que c'était lui l'initiateur. C'est lui le père du roman noir. Peter Chenet et autres, qu'on va découvrir, mais qui ne sont pas été influencés par Léo Mallet. Mais il a été le père du roman noir en France. Mais il est évident qu'il a précédé Peter Chenet. La série noire sort en 1947, alors que 100 vers de la gare est de 1943. Donc il n'a pas été influencé. Et donc elle vient après, et a-t-elle été vraiment très influencée par 100 vers de la gare? Je n'en suis pas sûr. Duhamel a été surtout influencé par les romans policiers américains, c'est-à-dire Hammett, Chandler, McCoy, etc. Mais le roman policier américain ne doit rien à Léo Mallet, et la série noire lui doit beaucoup. En revanche, alors c'est ce qu'on appelait le néopolar, c'est-à-dire Manchette. Par exemple, Signac, qui eux sont les enfants de Léo Mallet. Et ça, il en avait conscience, et il regrettait un peu qu'on ne l'invite pas plus souvent dans des cocktails de sortie de romans policiers ou autres. Ça, oui, mais c'était lui le père.